En parallèle des épisodes classiques de d'Homme à Homme qui paraissent tous les 15 jours, je vais vous proposer une série de témoignages d'hommes que j'accompagne en cercle de parole et d'écoute. L'idée est de découvrir une part de qui ils sont, de comprendre pourquoi ils se sont dirigés vers ces espaces et ce que cela leur a apporté. Alors bienvenue au cœur du cercle, bonne écoute. Salut Pierre. Salut Loïc. Bienvenue au cœur du cercle. Merci de m'accueillir. Merci de répondre à cette invitation. Comment tu te sens, Pierre? Quelle est ta météo? Ma météo intérieure, elle est, je la comparais un petit peu à un océan après une tempête. L'eau est encore un peu trouble. Je sens qu'il y a eu pas mal de... Ça a été brassé, on va dire. J'ai été pas mal brassé. Mais voilà, le temps s'éclaircit et à l'horizon, devant est un peu plus calme. Donc, il faut encore, je pense, un peu de temps pour que l'eau s'éclaircisse et que ça devienne un peu plus translucide. Mais ça va, tout va bien. On tient bon la barre. Merci, c'est moi. Moi, je t'accueille avec une part de questionnement sur une problématique personnelle, mais une part de joie aussi, liée à une incertitude, mais à l'incertitude de la vie, à la belle incertitude de la vie. Et bien sûr, toujours content d'accueillir quelqu'un qui vient témoigner. Et pour débuter, notre rencontre, elle s'est faite lors d'un cercle mixte. Qu'est-ce qui a fait que t'as débarqué dans un cercle mixte? Je sais toujours pas ce qu'il a fait. Comment j'en suis arrivé là? Je pense que c'est un appel. Tu sais, des fois, je pense que il y a un moment où tu entends les choses et que tu es prêt à les entendre. Et je pense que c'était un moment où j'étais prêt à entendre cet appel. La nécessité pour moi de poser ma parole, de parler, voilà. Je pense que j'étais à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Et je suis arrivé dans ce cercle mixte ne sachant pas trop ce que je faisais là. Surtout que c'était deux cercles qui se rencontraient un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait un cercle d'hommes et un cercle de femmes. C'est vrai. Et moi, je faisais partie ni de l'un ni de l'autre. Donc, c'était vraiment une expérience assez incroyable. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment et qu'il fallait que je sois là pour découvrir un peu mon chemin, que je comprenais sur quel chemin j'étais, en tout cas le début de mon chemin. Et ça a été pour moi une rencontre avec toi, avec beaucoup de que ce soit les témoignages, ce qui a été évoqué, ce qui a été dit, le cadeau que je me suis offert aussi en venant à ce moment-là. Tout ça a été pour moi une découverte un petit peu, mais ça a été le début, quoi. Ça a été un petit peu le premier pas sur le chemin. En amont d'arriver à ce cercle mixte, tu te questionnais, tu étais curieux, excité, qu'est-ce qui était présent? Si tu t'en souviens. Ouais, je me souviens bien parce que juste avant le cercle, vraiment sur la route, en plus, on avait fait un covoiturage avec d'autres participants et eux avaient déjà participé à des cercles et donc du coup, je leur posais des questions. Mais parler, qu'est-ce qu'on va se dire? Je comprends pas trop. Même moi, je savais pas encore ce que dit. Réfléchis pas, reste pas dans essayer de comprendre. Voilà, tu vas le sentir, tu vas parler, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et c'est vrai que j'ai essayé de projeter le moins possible. En tout cas, je ne savais pas à quoi m'attendre et je voulais pas savoir à quoi m'attendre. Et en arrivant, j'ai toujours un peu cette appréhension de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, de rentrer dans un cercle de parole en plus où il faut s'exprimer, il faut parler, alors que c'était aux antipodes de ce que j'étais à ce moment-là et de ce vers quoi j'avais pas encore délivré, en tout cas ouvert ma parole et j'avais pas encore ouvert tout ça. Et donc ça a été vraiment le début de quelque chose, d'entendre, d'écouter, de parler aussi, de pouvoir se livrer sans avoir
de jugement, dans un espace de sécurité. C'était quelque chose de complètement nouveau pour moi et des choses sont sorties. Ouais, ça a été vraiment une expérience incroyable. Hmm. Oui, je me souviens à la fin que tu étais très touché. Et c'est vrai Ouais, qu'on se merci. connaissait pas à ce moment-là. Et, Mm. et j'avais été presque surpris en fait parce que on se connaissait pas. Et c'est vrai que tu avais été assez, je trouve en tout cas, peut-être réservé tout au long des cercles. Et quand tu t'es exprimé, j'ai trouvé ça beau. Qu'est-ce qui t'avait touché justement dans ce cercle? C'était un cercle. Alors déjà, le sujet était un petit peu. Euh, c'était enfin, en gros, c'était le masculin et le féminin, la rencontre entre le masculin et le féminin. Et donc, chacun avec son expérience, avec son vécu aussi, est arrivé un petit peu avec ses valises. En tout cas, peut-être son envie de partager avec son vécu. Euh, la rencontre des deux a été assez incroyable parce que certes, enfin, en tout cas, moi, ça me répondait à des choses qui me parlaient, mais en même temps des choses aussi que je ne connaissais absolument pas. Euh, donc voilà, ça a été vraiment. J'écoutais, j'étais un peu dans l'observation et puis aussi dans l'envie de partager aussi mon point de vue, même si c'était, voilà, pour le coup, j'étais vraiment pas un homme en chemin à ce moment-là. J'étais même peut-être pas encore un homme, ou en tout cas, je ne savais pas ce que était un homme à ce moment-là. Et donc, de la rencontre de l'homme et de la femme à ce moment-là, j'étais un petit peu ouais dans le de savoir exactement comprendre les schémas des uns et des autres, comprendre mon schéma à moi. Et en fait, ça a été aussi une rencontre avec des énergies, qu'elles soient masculines ou féminines, mais en tout cas des énergies que j'ai ressenties et qui m'ont vraiment traversé et qui certains et certaines notamment qui m'ont offert des cadeaux. Ce jour-là, je me souviens très bien de connexions très fortes où la parole euh, qui, qui me traversait ou en tout cas qui me touchait. Euh, c'était voilà, il y avait quelque chose de pas magique, enfin presque, mais en tout cas c'était voilà, c'était assez. J'étais très perturbé en tout cas en sortant de ce cercle-là Hmm. parce que j'étais voilà, ça m'a un petit peu déstabilisé et en tout cas ce mouvement un petit peu de sortir de ma zone de confort, je me suis dit bah ouais, c'est peut-être le moment en fait de libérer ma parole, de pouvoir m'exprimer, parler de mes émotions, de ces choses-là que j'avais pas forcément le, le courage ou la capacité de faire. Et donc, j'ai vu en toi un peu, je me suis dit, bah, s'il y a des cercles d'hommes, s'il y a des hommes qui arrivent à parler comme ça, bah, je me dis que c'est le moment et qu'il faut que je puisse. Euh, puis j'étais aussi à un moment de ma vie, je pense, important où il fallait que je me soigne, que je soigne les mots, voilà, tout ça était important à ce moment-là. Et donc, ça a été. Ouais, c'était le moment propice où je pense que mon cœur s'est ouvert aussi pour entendre cet Hmm. appel et que voilà, j'ai répondu à ça à ce moment-là. Hmm. Puis c'était une rencontre aussi avec toi, hein, sur Hmm. l'accompagnement que tu as fait pendant ce cercle, sur les mots que tu as utilisés, sur l'accompagnement que tu as fait pendant les méditations, les temps de méditation, etc. Ça m'a permis de me sentir vraiment en sécurité et de pouvoir arriver à cette espèce de calme, en tout cas et de sérénité pour pouvoir se livrer, pour pouvoir me sentir prêt à faire tomber les masques, à faire tomber certaines barrières, pas toutes forcément parce qu'on garde toujours, mais en tout cas de maximum et d'être à l'essence quoi, c'est d'être le plus pur possible. Et donc c'était assez frappant. Hmm. T'as utilisé plusieurs fois l'expression me faire un cadeau. C'était quelque Mm. chose avant que tu n'avais pas l'habitude. Alors, matériellement, si, parce que j'ai quelques troubles compulsifs d'achat, on va dire, mais donc je me suis offert pas mal de cadeaux, mais c'était un cadeau intérieur, Hmm. chose que j'avais pour le coup jamais fait. C'était vraiment un cadeau pour le moi, un cadeau pour celui qui était en train de mourir tout doucement, ou en tout cas celui qui était à la dérive. Et il fallait que il fallait que
ouais, c'était une main tendue à moi, c'était un cadeau pour moi, c'était vraiment quelque chose de hyper important à ce moment-là. Hmm. Ouais, cette notion d'investir en toi avant, c'était. Non, enfin, Ouais. j'en ai discuté plusieurs fois avec mon épouse et je lui ai toujours dit que je sais qu'un jour j'en viendrai parce que voilà, je pense que c'était nécessaire et que j'étais conscient de la nécessité de passer soit par une thérapie, soit par quelque chose, mais en tout cas que j'y viendrai en tout cas. Mais j'avais déjà fait des tentatives, mais pas vraiment fructueux. C'était pas le bon moment, j'étais pas prêt, j'étais pas encore ouvert, pas apte à faire tomber, ouais, mes barrières, mes masques de protection, tout ça. Donc, j'étais toujours, voilà, avec le fonctionnement de l'ego un petit peu qui était quand même très présent. Et donc, c'était vraiment, voilà, ouais, non, c'était pas le moment en tout cas pour moi à ce moment-là, mais au fur et à mesure, il y a des choses dans ma vie qui sont passées, qui sont arrivées, qui ont un peu bouleversé toute ma réalité, et ces choses-là ont eu sur moi et sur ma vie des conséquences, et que euh, de belles conséquences, mais qu'il a fallu aussi, voilà, j'ai dû passer par un chemin, et j'ai entrepris, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai entrepris un petit peu cette volonté de me prendre soin de moi, mais pas, voilà, prendre vraiment le soin de mon moi intérieur, quoi. Et donc ça fait 1 an et demi que je suis en travail, que je suis en chemin. Et donc ça a participé un petit peu à tout ça, à mon arrivée dans ce cercle mixte, dans le cercle aussi d'hommes. Voilà, tout ça est un peu lié. Et justement, ce cercle d'hommes, comment c'était une évidence du coup de glisser ensuite vers cet espace, et qu'est-ce qui t'as trouvé peut-être de différent, ou de trouvé tout Une court? évidence, ouais, une évidence. Toujours pareil, pas facile parce que encore plein de préjugés, plein d'injonctions en disant un cercle d'hommes, c'est être un truc masculiniste, je sais pas ce que je vais faire dedans, parler des hommes entre hommes, ouais. Et puis déjà j'ai eu une première brèche avec le cercle mixte, et puis je me suis dit bah écoute, vas-y, vois ce que c'est, essaie de comprendre. Et puis pareil, tu vois, toujours ce sentiment d'avoir écouté l'appel, quoi, de me dire bah en fait, euh, vas-y, et puis t'as envie d'y aller. Ne te freine pas parce que tu penses que c'est ridicule, ou parce que tu penses que ça va rien t'apporter, ou plein de problématiques ou de réponses que l'ego peut apporter bêtement. Et donc du coup j'ai fait ce premier pas. Ouais, je me suis dit bah go. Et donc du coup je t'ai sollicité pour essayer de voir s'il y avait de la place dans un des cercles, et c'est comme ça que je suis rentré dans le cercle de Hossegor. Voilà. Ça t'apporte quoi, ces cercles? Euh, c'est un espace dans le temps où où je peux me retrouver, et je retrouve aussi d'autres personnes, et c'est un espace qui m'appartient. Je travaille à titre perso, tu vois, dans de la thérapie personnelle, mais ce moment-là est vraiment à part. C'est pas comme il y a d'autres mécaniques qui s'enclenchent, il y a euh, d'autres, je dirais d'autres échos à des paroles qui chacun amène une parole, et j'accueille cette parole-là, et c'est cette parole que tu écoutes, mais aussi la tienne que tu donnes. C'est vraiment un échange de je donne, je reçois, mais c'est surtout, j'ai l'impression de recevoir plus que je donne des fois, mais c'est parce ils sont plus nombreux que moi aussi. Il y a des hommes autour qui partagent, donc voilà, donc on reçoit de tout le monde, et donc c'est vrai que c'est un moment, ouais, c'est pareil, hein, on reprend le mot cadeau, mais c'est un moment, voilà, bah, je peux me plonger en moi, je peux regarder que ce soit le bien comme le mal,
mes démons, je peux les ouvrir, je mets de la lumière dans ma noirceur, je peux regarder aussi ma lumière. Voilà, je regarde un petit peu tout hein, dans mon moi. Je regarde, voilà, un peu cette place d'observateur qui est hyper intéressante aussi. Même les témoignages des autres participants, ça me, à chaque fois, ça résonne. Et puis toujours ton accompagnement aussi, hein, dans l'espace de sécurité dans lequel on est, que t'apportes, dans ce cadre un peu qui est hyper important pour qu'on puisse arriver à ce niveau de confiance et ce niveau de où on rentre et puis on s'assoit, on se livre. Donc on est voilà, on est des hommes nus les uns en face des autres, mais en même temps, je sais pas, il y a une espèce de beauté de on a fait, enfin, je crois que c'était l'avant-dernier cercle qu'on a vécu ensemble qui était d'une force. Enfin, on a senti, on sent des énergies des fois. Il y a des cercles où il y a un peu moins d'énergie que d'autres, mais il y en a certains où tu sors de là, ça te donne une pêche encore pendant une semaine ou 15 jours où t'es là, et puis après t'attends les 15 derniers jours, t'attends parce que tu sais que le cercle va arriver, donc voilà, c'est un peu tout ça. Et toi qui as fait ou qui fais une thérapie, comment ça va de pair, les 2? Alors en plus moi c'est un peu particulier, je fais une thérapie à titre perso, enfin pour moi, et je fais aussi une thérapie de couple avec la même thérapeute. Donc c'est un espèce de travail et intensif. Donc c'est vraiment un travail à part, c'est-à-dire que, mais en même temps complémentaire. Il y a il y a la parole du moi que je travaille, mais il y a vraiment la parole de l'homme que je travaille avec, enfin que je travaille, c'est pas du travail, mais en tout cas que je peux ouvrir avec vous. Je règle pas non plus, enfin c'est pas un espace de soins, le cercle, c'est vraiment un espace de parole. Je dirais la thérapie, c'est plus un espace de soins où je me soigne à l'intérieur des blessures que j'ai pu avoir. Le cercle, c'est vraiment un espace de parole où je libère ma parole. J'ai jamais eu de facilité, je dirais, à parler de mes émotions, à parler de ma sensibilité, de ces choses-là. J'ai toujours été un peu le mâle alpha ou les choses, enfin, tu vois, un truc un peu bête, mais et donc du coup, le fait de pouvoir m'ouvrir, parler de mes émotions, parler de ce qui me traverse, de parler ne serait-ce que de parler de moi, c'est un moment à part. Voilà, c'est vraiment je suis plus c'est pas de la thérapie, c'est vraiment un cercle de parole où je peux livrer ma parole, entendre la parole des autres aussi, qui est aussi bénéfique que d'ouvrir sa parole, parce que ça résonne, parce que chacun a rencontre ou livre des choses ou des manières qu'ils ont eu de réagir à des situations, des manières qu'ils ont de gérer la situation aussi, qui des fois peut perturber parce que c'est pas forcément notre fonctionnement ou voilà, mais en tout cas dans l'écoute et dans le non jugement et dans le il y a je sais pas, il y a une résonance permanente dans ma construction après au quotidien aussi. Donc je dirais complémentaire. Vraiment complémentaire sur ce qui est dit et sur ce qui est fait. T'as parlé de mal alpha vite fait. Je sais que t'étais plutôt, en tout cas, tu faisais des sports co plus jeune. Peut-être encore, j'en sais rien, je sais plus. C'était quoi là? Je sais pas comment formuler ma question. Non, mais j'ai fait du rugby pendant quelques années. C'est vrai que c'était pas c'est pas là, enfin il y a un espace de parole dans le rugby, mais la parole est dans les vestiaires et on s'encourage et on se met des coups de tronche un peu et puis on se motive pour aller sur le terrain. Mais et puis ensuite les discussions sont plus autour de la bière et du match et pas vraiment de comment tu te sens. J'ai mal là, c'est plus voilà, il y a pas d'intérieur, c'est plus extérieur. Donc c'était plus ça. Ma vie ça a été ça pendant longtemps où
C'était ouais, le sport, la fête, le boulot. On réfléchit pas, Hmm. on parle pas de soi, on n'est pas dans la réflexion de ce qui m'arrive, de ce que je ressens, ce qui me traverse. C'est plutôt l'instant, tout de suite. Je vis, je profite, hein, je me pose pas de questions et j'avance. Hmm. Donc il arrive un temps, il faut quand même se poser des questions et réfléchir un petit peu où est-ce qu'on en est, dans quel état on est, et puis essayer d'avancer de manière plus consciente et plus, ouais, plus adulte aussi peut-être. Hmm. Et t'as parlé de sensibilité à un moment. Cette sensibilité, tu la sentais déjà un peu à cette époque-là ou... Ouais, toujours, je pense, mais c'est une sensibilité qu'on qu'on cache, Hmm. pas que je m'avouais pas moi-même, je savais que je sentais qu'il y avait une sensibilité, mais cette sensibilité, là, c'est pas le truc. Enfin, c'est c'est pas la chose que j'avais mis en avant chez moi, quoi. C'était Hmm. plus côté rigolo, le côté fun, le côté Hmm. fêtard, le côté brut, le côté euh, voilà. Après, je savais qu'au fin, il suffisait de creuser un petit peu et je me rendais vite compte que j'étais juste un ours, quoi. À l'intérieur, voilà, il y avait de la sensibilité, mais de premier abord, ou en tout cas la première image, et ça aussi, c'est des choses qui sont ressorties pas mal dans les cercles. L'image qu'on peut donner, l'image qu'on a de soi aussi, elle est vite modifiée, ou en tout cas, on prend aussi conscience de ça. Et je pense que j'ai pendant longtemps donné cette image-là, et que en fait, c'était pas du tout qui j'étais vraiment. Et donc, du coup, voilà, enfin, ouais, c'est des choses qui sautent un peu aux yeux pendant les cercles, des mécanismes comme ça Hmm. qu'on découvre. Et qu'est-ce que ça te fait maintenant de pouvoir oser justement exprimer ta sensibilité? Oser ma sensibilité, c'est oser être moi-même. C'est dans mon entièreté, de pas jouer un rôle, ou de pas me cacher derrière le clown, ou derrière le fêtard ou le mec marrant. C'est de montrer qui je suis vraiment dans mon entièreté. Donc ça, c'est important. Et puis, je suis plus tout seul aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai accueilli dans ma vie une petite fille, et que je veux pas faire de faux semblants avec elle. Donc dans l'éducation que je veux lui montrer, je veux Hmm. qu'elle voit son père tel qu'il est, et pas un père construit avec des faux semblants, des masques. Voilà. Donc c'était aussi ça c'est parti même, je dirais, ça a été le point de déclenchement pour moi, de me dire, en fait, il faut que je sois dans le vrai, que je me perde pas, et que je montre la bonne personne à ma fille, et qui je suis vraiment, et pas qui je veux montrer. Hmm. C'est donc elle qui a été le déclencheur Elle a été le déclencheur de beaucoup de de ce choses. chemin, on va dire, en tout cas, de le mettre en chemin. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, enfin, c'est pour faire simple, pour résumer un petit peu, et pour faire simple, Hmm. pour avec, avec mon épouse, on a en 2020, on se marie en 2019, et puis donc forcément le projet bébé rentre dans notre scope, et on galère quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on rentre par toute la phase de PMA, etc. Enfin bref, une vraie difficulté dans la parentalité à devenir parent, tous les deux. Plus après le Covid qui s'invite à tout ça, donc t'as un peu moment hors du temps où on se retrouve que tous les deux, on sent qu'on n'y arrive pas, que tout le projet PMA est mis entre parenthèses, parce que pendant la période Covid, il n'y avait plus accès à tout ça. Donc on fait le confinement ensemble. Et puis forcément la question de la parentalité revient sur le tapis. On sent que chaque mois c'est toujours compliqué parce que ça arrive pas. Et donc vient à se poser un petit peu la question de l'adoption. On commence à lancer les procédures, etc. Donc vraiment on part sur ce désir-là. Et puis coup du destin, ou cri de l'univers. Hmm. Au mois de juin 2020, ouais, c'est ça, juin 2020.
Camille tombe enceinte et donc du coup c'est le début du bonheur, la joie qui arrive dans notre vie. On se dit ouais, super, c'est le début de la grande aventure tous les deux, donc on est heureux, on est sur notre petit nuage. Mais le petit nuage vite vire un peu au cauchemar parce que 3 mois après, donc l'écho du premier trimestre, alors, on sent que les choses vont pas se passer correctement. En tout cas, voilà, le temps se noircit un petit peu au niveau de la météo. On nous apprend qu'il y a une clarté nucale épaisse, donc il y a des risques de trisomie. On passe par tous les stades. Enfin, c'est un petit peu la cata. Et du coup, vite, on est pris en charge un petit peu par tout le corps médical, mais bon, euh, rempli d'examens, de recherches, de savoir ce qui se passe, de ce qu'il y a. Donc on rentre dans une grossesse qui est plus vraiment une grossesse, un moment de joie, un moment de connexion, un moment de partage. Ça devient un moment médicalisé, entouré de médecins, beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, de séjours même. Donc là, ça devient un peu dur à gérer pour moi comme pour mon épouse. Donc on est un peu, mais bon, on tient bon, on tient face, on essaie on se dit que ça va aller, que tout va bien se passer jusqu'au voilà. Mais on passe vraiment, enfin, on va passer un petit peu les épisodes, mais il y en a eu, c'était quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on était à l'hôpital, on avait les échos, enfin, c'était vraiment pas un moment sympa. Ça t'aurait Il y a aidé du mal d'avoir aussi un cercle à ce moment-là? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Je pense que ça aurait évité m'a permis de gagner beaucoup de temps, mais en plus, c'est-à-dire que tu as envie d'être parent, tu te projettes à l'idée d'être père. Moi, les 3 premiers mois, je te dis, j'ai fait tous les podcasts inimaginables pour devenir le meilleur père, tous les maternelles, les machins. J'étais un chercheur pour devenir le meilleur papa. J'étais parti, quoi. Et puis coup d'arrêt brutal, en me disant ouais, ça va peut-être pas se passer comme ça. Et donc j'étais waouh, ok. Et puis bah moi il faut d'un côté que je gère aussi mon couple pour essayer de qu'on tienne aussi tous les deux. Puis il y a ce bébé qui continue à grandir dans le ventre de mon épouse. Donc enfin c'est plein de trucs qui se traversent, d'émotions, de stress, enfin tout ça a été vécu en condensé. Et le 4 février 2021, Clémentine euh, arrive dans nos vies à tous les deux. Et là, c'est un moment de délivrance parce qu'elle est là enfin, qu'on peut la voir, qu'on peut la toucher, qu'on peut la sentir, qu'on peut la voir respirer, parce qu'on savait pas jusque-là comment est-ce que les choses allaient arriver, comment est-ce qu'elle allait, si elle allait avoir 3 bras, je peux te dire à quel point c'était. Et puis elle est là, et puis c'est un petit bébé qui a tout ce qu'il y a, enfin voilà, elle a tout ce qu'il faut. Je vérifie qu'il y a bien 5 doigts à chaque pied, qu'il y a bien, enfin bref, mais tout est là. Et elle est belle, elle est magnifique, c'est ma fille. Je suis l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Mais pareil, aussi très vite les petits grains de sable commencent à se mettre un peu dans la mécanique, des difficultés à s'alimenter, plein de petites difficultés qui apparaissent. Et donc du coup, on repart un petit peu sur tout ce qui est médicalisé. La petite fait aussi on reste un peu plus longtemps que prévu à la maternité. Elle est beaucoup suivie aussi. Et puis beaucoup de troubles de la réalité. Enfin bref, on rencontre encore des difficultés un petit peu. C'est le début un petit peu des difficultés après de tout parent, hein. Mais c'est voilà. Et puis on continue néanmoins suite aux premières alertes qu'on avait eues du premier trimestre, des recherches sur d'éventuelles pathologies qu'elle pourrait avoir. Et donc en peu de temps après, assez vite en fait, il y a un diagnostic qui tombe, donc un espèce de mot sur qui est ma fille, mot que je n'accepterai pas, mais en tout cas voilà, on nous dit quelque chose, quoi. On nous dit voilà, c'est ça. Et, c'est ça est censé définir ma fille, mais pour moi ne la définit pas. Et parce que c'est ma fille et que voilà, pas encore. Mais ça a été à la fois pour nous le fait de ok, bon, on sait ce que c'est. On sait que voilà, Clémentine a un petit handicap, mais comme 80% des handicaps, c'est pas forcément un handicap visuel, enfin en tout cas qu'on voit. Et il faut pareil. Alors
après ça c'est mon ce que je reproche un peu à tout le corps médical pendant cette période-là, c'est qu'on te lâche un truc comme ça et puis on te laisse avec ça. Il y a aucun suivi, que ce soit psychologique, il y a pas d'accompagnement, il y a rien. T'es tout seul face à ça. Enfin tout seul, non, t'as ton ordinateur, donc tu tapes sur internet tout de suite pour savoir ce que c'est. Le truc qu'on te dit qu'il faut pas faire, mais que forcément tout parent va commencer à faire. Et puis bah là, c'est le début des projections aussi, c'est-à-dire que tu ne sais pas, tu te poses des questions qui vont de est-ce qu'elle va pouvoir parler, est-ce qu'elle va pouvoir marcher, est-ce qu'elle va pouvoir faire du vélo, est-ce qu'elle va pouvoir aller à l'école, est-ce qu'elle va avoir un petit copain, est-ce qu'elle va pouvoir se marier, est-ce qu'elle va pouvoir avoir des enfants, toutes les questions que tu normalement ne devrais pas te poser en tant que parent parce que ça va de soi et que c'est des choses qui sont dans l'ordre et qui sont naturelles, deviennent une question et on te donne pas la réponse. Donc, en tout cas, on t'accompagne pas dessus. Tu sentais quoi? L'abandon complètement. J'étais à la dérive totale. J'étais à la dérive totale. Mon épouse était en plus. Elle, bah, on a ce bébé, donc il faut continuer à être là pour elle. Il faut essayer en plus elle allaitait, donc il fallait la nourrir, mais on avait des difficultés à la nourrir. Il fallait faire des allers. Enfin, bref, c'était un moment à la fois qui normalement, enfin, c'est les premiers mois de ta fille où tu as envie de, enfin, voilà, ça doit être merveilleux, mais en même temps, moi, je pense que je fonctionnais jour le jour, sans fonctionner vraiment. Intérieurement, je pense que j'étais au 36e dessous. Je pouvais pas exprimer mes peurs, je pouvais pas exprimer mes doutes, je pouvais pas exprimer rien parce que il fallait que je sois celui qui tient bon, ouais, le super papa, le super mari, qui pense que tout va bien parce que si je pense que tout va mal, bah il y a tout qui ira mal. Et donc du coup il faut être là, il faut tenir bon, il faut être droit, mais je faisais, je pense, pas une super, mais bon, j'ai essayé en tout cas de faire bonne impression, mais ça m'a coûté, ouais, ça m'a coûté quand même. Intérieurement parce que forcément on s'écoute pas, on veut pas s'écouter, on veut surtout pas s'écouter et donc on dérive intérieurement, on n'est plus là, on n'est plus dans l'axe de qui on est, on se perd, je me suis perdu je pense et puis je repensais à tous ces podcasts, tous ces épisodes de maternelle que je me suis fait et qui disaient comment devenir un bon papa. Je dis mais putain, en fait je suis pas en train de devenir un bon papa du tout, je fais n'importe quoi, je fais juste semblant de tenir bon mais je tiens pas bon. Et donc il a été nécessaire pour moi de reprendre la main sur ma vie et de reprendre du coup de facto la main sur ma vie de famille aussi et et c'est pour ça que ça a été important pour moi de pouvoir commencer un peu ce moment de thérapie parce que ça a répondu à pas forcément aux questions sur ma fille parce que ça j'en avais pas parce qu'elle a toujours répondu à nos questions de manière c'est elle qui répondait à tout, c'est elle qui nous montrait bah voilà, j'y arrive. J'arrive à marcher, j'arrive à parler, j'arrive à compter, enfin elle fait tout et donc toutes les questions qu'on se posait, elle y a répondu, pas les médecins. Tous les espoirs qu'on a aujourd'hui ou toutes les peurs qu'on peut avoir, elle y répond et elle les bat. Et donc, je me suis dit, ok, fais confiance à ta fille, elle y arrivera. Maintenant, c'est à toi aussi d'y arriver. Donc, t'as du boulot quand même. Donc, t'as du taf à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu Enfin, on a commencé avec. C'est ce que j'allais te dire là. Comment le couple il prend sa place dans ce genre d'épreuve? Alors, je pense que le couple, il existe, il tient par la parentalité, parce qu'on était tous les deux concentrés, focus sur Clémentine, que il y avait que ça en fait ma femme s'est battue avec un acharnement. Je pense que personne n'a idée de la détermination qu'elle a eue pour que ma fille soit là où elle en soit aujourd'hui. Elle a été d'une force et c'était un sacrifice, hein, vraiment de don envers sa fille qui était voilà. Et
Donc le couple, il survit, en tout cas, il est en veille un petit peu, et on s'est mis en veille en fait. Clairement, je pense que l'un et l'autre, on s'est mis en veille. On était vraiment concentrés sur notre fille. On s'est mis en veille pendant longtemps. Et quand on voit que ça va, que la petite va bien, que tout va bien, que tout est ok, bah forcément, il faut sortir de cette veille, de cette hibernation. Et c'est là où on voit un peu les dégâts. Et donc, du coup, bah, on s'est dit, ok, ouais, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'on en est, nous, en tant que couple? On avait, je pense, l'un et l'autre la certitude que on on- on n'était pas ensemble pour rien. Et donc, il fallait qu'on donne une chance un peu à notre couple et qu'on remette un petit peu aussi ce couple au cœur de nos vies, et qu'on se mette aussi, nous, chacun, au cœur de nos vies. Donc, chacun entreprend une thérapie de son côté, on a notre thérapie de couple, plus tous les petits cadeaux à côté, comme le cercle, comme d'autres cercles que j'ai pu faire, des choses comme ça, donc, ou des stages. Et donc, voilà, c'était important de retrouver un équilibre, tout doucement, sans précipiter les choses, mais bon, c'était assez urgent aussi quand même, parce que je pense que le mal que, en tout cas moi, que je me suis fait, euh, la perte de repères aussi, parce que c'était un moment, je te dis, j'étais seul. Clairement, j'étais seul. Et du coup, Je crois que je me suis jamais. ça traduisait comment? je- Tu... C'était des vieux démons qui ressortaient. J'étais moi, je pouvais pas me retrouver moi face à moi-même, vraiment. Et donc du coup, j'avais des comportements, je peux le dire, des comportements addictifs aux stupéfiants ou à des drogues qui sont non plus pas vraiment une addiction forte, où j'avais des besoins, des moments de plus être, quoi. Enfin, il fallait que je pouvais pas me regarder, je pouvais pas être, et donc j'avais ce besoin enfin pas ce besoin, mais ouais, j'étais tellement au plus mal que si je commençais à regarder à quel point j'étais mal, je pense que je tenais pas, et donc du coup je voulais pas regarder, il fallait pas que je regarde, et donc on trouve un peu des substituts ou des paradis un peu artificiels pour essayer de pas réfléchir, quoi. Ça aussi, ça a été un peu le déclencheur de me dire c'est pas ça que je veux, c'est pas qui je suis, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux pour ma fille, c'est pas ce que c'est pas ça, c'est pas ça la vie, c'est pas il y a quelque chose qui va pas. Je suis en train de me détruire, je suis en train de détruire ma famille, voilà. Donc plein de choses qui sont arrivées à ce moment-là et qui m'ont fait dire voilà, réveille-toi, écoute-toi. Il y a tu peux pas continuer comme ça, quoi. Et je pense que ce chemin, je l'ai entrepris et pour ma fille, et aussi surtout pour moi, parce que ouais, je pense que c'était vraiment surtout pour ma fille quand même, mais bon, pour moi aussi, tu vois, il y avait vraiment, ouais, je sentais qu'il y avait, j'avais besoin de mettre de la lumière un peu dans ma vie, de d'écouter. D'écouter ce que j'avais à dire et de ce que j'étais, d'être, ouais, ouais, de sortir un peu de la noirceur dans laquelle j'étais. Et c'était un moment. J'ai pas vécu des moments faciles. On n'a pas vécu des moments faciles, mais j'avais pas envie de continuer à ne pas vivre des moments faciles, quoi. J'avais envie que les choses soient. Voilà, j'avais besoin d'être apaisé, d'être plus serein, d'apporter une stabilité pour ma famille et pour ma fille, de construction, de, 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 ch- de plein de choses, de repères aussi. Enfin voilà, je pouvais pas tout abandonner, tout laisser là. Et donc du coup, tu prends, voilà, tu te relèves tout doucement, pas après pas, t'avances. T'essaies que chaque pas, tu les fais en conscience, que chaque pas, tu les fais avec amour, avec beaucoup d'amour, et puis du coup, tu retrouves des
tu retrouves des bases, tu retrouves des fondations, tu retrouves ta femme, tu retrouves ta fille, tu te retrouves toi. Je me suis jamais senti aussi père qu'aujourd'hui, et Hmm. je vois tout le chemin encore qu'il y a à faire là-dessus, et je suis j'ai hâte de tous les jours qui me restent avec ma fille, et tout le temps que j'ai envie de passer avec elle. Et aujourd'hui, ma vie, enfin en tout cas mes choix se définissent à travers alors moi, mais aussi ma fille, aussi ma vie de famille et tout ça. Et donc, que ce soit sur la partie professionnelle, sur tout aujourd'hui. Et en tout cas, chose qui n'était pas forcément le cas avant, parce que c'est quand t'es célibataire, tu penses à rien sauf à toi, mais tu pensais pas vraiment à toi. Et quand t'as une famille, Mhm. tu penses à ta famille, mais voilà, il y a plein de choses qui rentrent en considération, de pas s'oublier soi, voilà, pas oublier qui je suis, de pas oublier ce que j'ai envie de laisser, ce que j'ai envie de donner aussi à ma fille. Donc, Hmm. voilà. Ouais, j'entends trouver un équilibre, quoi. Ouais. Un équilibre et une direction, un chemin, Hmm. et qui soit en cohérence avec qui je suis, avec qui on est aussi, avec en tant que parent, avec mon épouse, et pour que ma fille puisse grandir dans ce chemin et qu'elle puisse construire le sien aussi. Et voilà. Hmm. Et ce chemin de papa, comment, bon, on va dire, j'ai entendu que t'es en amont, t'as écouté des podcasts, même après, Mm. etc. Ouais. C'est, Pour aujourd'hui, hein. ouais. Tu vois, c'est comment être papa aujourd'hui. Il y a beaucoup d'accompagnement pour les femmes, pour les mères, ouais, ou les futures mères. Mm. Pour les pères, comment tu l'as vécu? Quel est ton regard peut-être aujourd'hui sur ce parcours? Euh, Sur ce parcours-là, déjà beaucoup de questionnements, les cercles aussi m'ont aidé, parce qu'il y a aussi des papas dans les cercles, et donc du coup de pouvoir ou des fils, et donc forcément ils ont eu un père, et donc ils parlent aussi de leur paternité par les repères qu'ils ont pu avoir. Mon père aussi a été à sa façon un repère, donc en tout cas une dans ma parentalité, ou dans le fait de devenir père, de qui, comment, pourquoi. Et puis aujourd'hui, en tout cas dans mes amis aussi, c'est-à-dire que ma parole s'est ouverte aussi à mon cercle d'amis, ou une chose que je faisais pas forcément avant, mais sur des difficultés que je peux rencontrer en tant que jeune papa, que je peux évoquer avec des amis qui sont un petit peu dans la même situation que moi, chose que j'aurais peut-être jamais fait avant. Hmm. Donc ouais, de pouvoir se livrer de ces difficultés, mais des difficultés qui sont euh, de gestion émotionnelle aussi, beaucoup plus que vraiment de difficultés de comment est-ce qu'on met une couche, ou comment est-ce qu'on on gère le biberon et tout ça, quoi. C'est vraiment Hmm. plus la gestion ouais, du qui je suis comme père, et qui je veux être. Donc c'est surtout à ça que ça répond. Hmm. Tu parles de ton père. Qu'est-ce que ça a changé Mm. dans votre relation, le fait que tu deviennes père? Ah, qu'est-ce que ça a changé? Non, ça a été un moment pour je, je pense que je suis encore en chemin là-dessus, mais je chemine assez vite sur cette partie-là. C'est un moment pour moi, la parentalité, ou en tout cas quand je suis devenu papa, ou surtout papa dans des conditions un peu particulières, où je pense que j'avais besoin d'un repère, besoin de pouvoir me livrer, mais sans toujours avec la difficulté de pouvoir demander de l'aide. Donc forcément, personne n'a écouté, ou personne n'entend ce qui n'est pas dit. Et donc, j'ai pas eu ce repère-là, et je suis devenu père un peu solo, quoi. J'ai eu, en tout cas, cette impression-là, et puis d'avoir tout pris parce que je l'ai voulu aussi, hein, de pas m'exprimer, de pas, voilà. Et donc, je me suis construit j'ai l'impression de m'être construit tout seul, mais en même temps, j'étais aussi dirigé par, je pense, un transgénérationnel qui est là et qui est présent, et qui me dit, bah voilà, ton papa, comment est-ce qu'il donc tu poses la question, comment a été mon père, comment il a été quand j'étais enfant, euh, et comment je me construis par rapport à ça en tant que père. Mon père, quand j'étais enfant, était un
un jeune rêveur, quoi. Il m'a fait rêver. C'était un peu un héros pour moi. Il a toujours été un héros quand j'étais enfant, parce qu'il a une vie complètement folle, très rock'n'roll, où il est parti en vagabond des mers du Sud rencontrer ma mère à Tahiti. Il était skipper sur un bateau, il faisait le tour du monde. Enfin voilà, il puis nous raconter ça comme une épopée, comme quelque chose c'était un livre, quoi. C'est-à-dire que la vie de mon père était un livre, et voilà, il me lisait cette histoire tous les soirs, quoi. Donc j'en ai bu, et quand il a fallu que je me construise en tant qu'homme et qu'en tant que père, bah, il me relisait encore cette histoire, quoi. Donc, les histoires quand on est petit, quand on a 20 ans ou 30 ans, bah, c'est plus forcément celles qu'on a envie d'écouter. Et donc, j'avais pas plus ce repère-là. En tout cas, j'avais plus envie d'écouter ces histoires, et j'avais envie d'avoir une conversation d'homme, une conversation de père. Oui, aujourd'hui, c'est une conversation de père à père que j'attends, qui va arriver et qui sera nécessaire aussi pour pouvoir avancer l'un et l'autre, que moi j'avance sereinement. Je suis assez libéré par rapport à ça, mais je pense je pense que j'ai été en contradiction pendant longtemps, ou en tout cas en rejet, et qu'aujourd'hui je suis plus dans l'acceptation et je comprends beaucoup de choses, et c'est pas que je pardonne, parce que j'ai rien à pardonner, que j'en veux à personne, mais je comprends beaucoup de schémas qui ont été mis en place et qui me sont aussi apparus, et que du coup j'essaie de casser un petit peu, même si je me reconnais beaucoup en lui. Donc voilà. En quelques mots, quel père tu souhaites être? Un père en chemin. Voilà. Un père en chemin, un père qui tient la main de sa fille sur ce chemin, et un chemin en pleine conscience tout le temps, dans lequel je suis moi-même, et ouais, voilà, voilà, c'est montrer ce chemin, et pas être devant, pas être derrière, être à côté de ma fille, à côté de ma femme aussi, qu'on avance tous les trois, et que on se tienne la main. Et je pense que des fois ma fille me fait, ne serait-ce que quand elle vient, elle me tient la main, où il y a un petit truc, il y a une espèce de force qui se dégage d'elle, et qui m'anime aussi. Donc c'est le papa le papa de Clémentine, et en chemin. C'est ce qui me. Merci. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux ajouter un mot avant de se dire au revoir? Moi, je voulais te remercier, Loïc, parce que c'est tous les mois on se voit, on échange. J'écoute aussi tes podcasts, donc ça fait partie. Tu vois, t'accompagnes quand même pas mal mes journées, donc non, c'est merci d'être acteur du changement aussi, de la parole, de donner la parole aux hommes, et c'est je pense, dans l'univers nous envoie des gens sur notre chemin, et tu fais partie des personnes qui m'ont envoyé, et pour ça je voulais te remercier, parce que c'est toujours bon de dire merci aux gens qui nous apportent et qui nous font du bien, et voilà, t'en fais partie, donc merci beaucoup, Loïc, pour ça. Je suis touché. Touché, là, t'as envoyé une petite flèche dans le cœur, là. Merci pour tes mots. Ouais. J'en suis touché. Merci. Merci à toi pour ce que tu es aussi, Pierre, et merci pour ce témoignage que j'ai trouvé très touchant sur ton parcours, ta paternité, et je crois qu'on se voit bientôt, de toute façon, en vrai. Ouais. et puis écoute, à très bientôt, et merci encore pour ton témoignage, et puis merci, Loïc. À bientôt. À très bientôt. Ciao, Pierre.